bienvenue sur Agora. Les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles auxquelles nous ne sommes toujours pas habitués, étant donné la difficulté à les prévenir et les conséquences catastrophiques qu'ils laissent après leurs apparitions. Bien sûr, ce n'est pas aux Californiens que nous allons l'apprendre, car cet état en a connu, en effet plusieurs. Le plus marquant a eu lieu en 1906 et les sismologues le gâtent par l'appellation Big One, en raison de sa forte magnitude. Mais qu'est-ce qui rend cette région des États-Unis la malheureuse élue des séismes? La célèbre faille de San Andreas peut servir de réponse à cette question. Beaucoup plus d'informations seront révélées dans cette vidéo. N'hésitez donc pas à la regarder. N'oubliez pas qu'Agora met à votre disposition les différentes sources qui ont été employées en description de la vidéo. Et c'est parti. La ligne de faille de San Andreas. La ligne de faille de San Andreas est une faille de transformation continentale qui s'étend sur environ 1200 km à travers la Californie. Elle constitue la frontière tectonique entre deux plaques continentales différentes. Il s'agit de la plaque du Pacifique et de la plaque nord-américaine. Le taux de glissement le long de cette faille varie entre 20 et 35 mm par an. Le premier à avoir découvert la zone nord de San Andreas fut le professeur Andrew Lawson de l'université Berkeley en 1895. On dit souvent que cette faille porte le nom du lac qui s'est formé entre les deux plaques, mais d'après certains rapports qu'il aurait publiés notamment en 1895 et 1908, Lawson a attribué ce nom à la faille en s'inspirant tout simplement de la vallée de San Andreas qui l'entoure. En 1953, Thomas Dibble, un géologue, a découvert qu'il pouvait y avoir des centaines de kilomètres de déplacement latéral le long de cette faille, qui est divisée en 3 zones distinctes, chacune ayant ses caractéristiques propres. Chaque segment est estimé à une échelle de risque sismique bien différente. Le segment nord s'étend de Hollister vers le nord en passant par le point Reyes National Seashore puis se déplace au large des côtes. La section centrale rampante inclut tout depuis Parkfield jusqu'à Hollister. Au cours de l'histoire, cette section rampante n'a pas témoigné de tremblements de terre semblables à ceux des sections verrouillées. Enfin, le segment sud s'étend de Parkfield au sud, passant par la mer de Salton. La plaque du Pacifique qui se trouve à l'ouest de la faille se déplace vers le nord-ouest, tandis que la plaque nord-américaine se déplace vers le sud-ouest. Mais elle est relativement au sud-ouest sous l'influence de la tectonique des plaques. D'après les découvertes, au fur et à mesure que la plaque nord-américaine se déplace vers le sud-ouest en direction du Pacifique, des forces de compression se produisent le long du côté de la faille. L'effet est généralement représenté par les chaînes côtières. Le mouvement nord-ouest de la plaque Pacifique crée également ces mêmes forces de compression qui sont d'ailleurs perceptibles dans la zone où la plaque nord-américaine a forcé le San Andreas à se déplacer vers l'ouest. Cela a par ailleurs conduit à la formation des chaînes transversales dans la partie sud de la Californie. Selon des études basées sur le mouvement relatif des plaques pacifiques et nord-américaines, environ 75% de ces mouvements sont reliés à ceux de San Andreas et ses diverses failles de branches. Les experts pensent qu'à moins que la limite de la plaque ne se déplace comme prévu, la masse terrestre à l'ouest de la ligne de la faille, y compris Los Angeles, finira par glisser au-delà de San Francisco, jusqu'au nord-ouest en direction de la tranchée des Aléoutiennes. Cela pourrait prendre jusqu'à 20 millions d'années pour se faire, d'après les scientifiques. Nous venons de présenter cette faille ainsi que ses caractéristiques. Passons dorénavant à sa formation. Comment s'est formée la faille de San Andreas? San Andreas a commencé à se former au milieu de l'ère Cénozoïque il y a approximativement 30 millions d'années et a été provoqué par le mouvement des plaques tectoniques d'Amérique du Nord et du Pacifique glissant l'une sur l'autre dans des directions opposées. Ces mouvements amènent les objets à se déplacer de chaque côté de la faille à mesure que la pression du mouvement s'accroît. La faille de San Andreas est classée comme faille transformante ou de décrochement en raison de la direction horizontale du mouvement qu'elle adopte. Dans le cas d'un mouvement vertical vers le bas, la faille est classée comme une faille normale et bien évidemment le mouvement vertical vers le haut crée une faille inverse. De nombreux reliefs marquant le long de la faille de San Andreas font référence au mouvement horizontal des plaques tectoniques nord-américaines et du Pacifique. Le déplacement de ceux-ci délimite le passage côte à côte des plaques. La faille de San Andreas est bordée par de nombreuses fissures à la surface de la Terre, créant des creux et des vallées qui suivent le mouvement de la ligne de la faille principale. Certaines parties de la faille se déplacent tous les jours de quelques centimètres par an. D'autres segments sont verrouillés en place, augmentant la pression jusqu'à ce qu'elle éclate pendant un tremblement de terre. Plusieurs tremblements de terre qui ont fait des victimes et des millions de dollars de dommages se sont produits le long de la ligne de la faille. Des tremblements de terre causés par la faille de San Andreas qui ont refait l'histoire de la Californie. Les deux séismes les plus populaires de la Californie qui ont été provoqués par la faille de San Andreas sont ceux qui ont eu lieu en 1857 et 1906. Le séisme de Fort Tejon, le tremblement de terre qui s'est produit à Fort Tejon dans le sud de la Californie le 9 janvier 1857 avait une magnitude estimée à 7,9 et a déplacé les canaux d'eau d'un cours d'eau de 9 mètres. La US
Geological Survey estime qu'un séisme de magnitude similaire au même endroit aujourd'hui endommagerait la moitié des bâtiments de Los Angeles, détruirait l'approvisionnement en eau de la ville et blesserait plus de 50 000 personnes. Le séisme de San Francisco. Après le tremblement de terre de Fort Tejon, celui du 18 avril 1906 à San Francisco le concurrence en provoquant des incendies meurtriers dans la ville en expansion, tuant ainsi environ 700 personnes. La magnitude du tremblement de terre, estimée à 7,9, 8,3 sur l'échelle de Richter, a secoué la terre sur 402 km de San Juan Bautista au cap Mendocino. Il est d'ailleurs considéré comme le dernier Big One de la Californie en raison de sa forte magnitude. La faille de San Andreas est très calme depuis ces deux tremblements de terre. Des études récentes sur cette fameuse faille suggèrent qu'elle a trouvé un passe-temps meilleur et semble libérer de l'énergie stockée au lieu de provoquer de grands tremblements de terre à intervalles réguliers. Les scientifiques pensent maintenant que la faille de San Andreas a besoin de temps pour développer des niveaux critiques de stress avant de faire entendre son écho. Mais combien de temps faudra-t-il attendre jusqu'au prochain Big One? Le prochain Big One, une catastrophe qu'on redoute tous. Pour faire court, le Big One est un séisme d'une magnitude de 8,5 ou plus sur l'échelle de Richter, qui survient tous les 150 à 200 ans. Le dernier en date reste celui de 1857. D'après les sismologues, le prochain devrait survenir dans les prochaines années. Après plusieurs investigations, les sismologues ont découvert que des tremblements de terre de magnitude 6 se produisent régulièrement sur la faille de San Andreas près de Parkfield, dans le centre de la Californie, environ tous les 22 ans. À la suite des événements sismiques enregistrés en 1857, 1881, 1900 et 1922, 1934 et 1966, les scientifiques ont prédit qu'un autre séisme surviendrait à Parkfield en 1993. Mais cela n'arrivera en vrai qu'en 2004. Parkfield est devenu l'un des domaines de recherche les plus importants au monde en ce qui concerne les grands tremblements de terre en raison de la fréquence des activités qui y sont prévisibles. Les taux d'observation de la faille ont donc commencé suite à cela juste au nord de Parkfield sur l'observatoire de la faille de San Andreas en profondeur, SAFOD. L'objectif de SAFOD est de forer un trou de près de 3 km dans la croûte terrestre de la faille afin d'y installer un réseau de capteurs pour enregistrer les tremblements de terre qui se produisent à proximité de cette zone. L'étude publiée par Yuri Fialko. L'étude de Yuri Fialko publiée en 2006 révèle les probabilités de réapparition du Big One. Les informations découlant de cette étude démontrent en effet que la faille de San Andreas a atteint un niveau de stress assez important, capable même de créer un séisme de magnitude dépassant 7. Le risque qu'un tremblement survienne un peu plus tôt que les prédictions des scientifiques s'avère donc de plus en plus réaliste. Les derniers tremblements de terre se sont produits notamment au centre 1857 et au nord 1907 de la faille, alors que le segment sud, quant à lui, n'a rien subi de désastreux depuis au moins 300 ans. Les recherches laissent donc envisager que la prochaine catastrophe se produirait probablement sur cette partie sud de la faille. Cette région risque donc de ressentir de la nostalgie envers son quotidien calme. Un séisme dans cette partie sud de la faille pourrait entraîner de grands dommages dans plusieurs villes. En effet, une grande partie de la Californie sera concernée par ce désastre, en plus de zones fortement peuplées de Los Angeles, comme le comté de Ventura, Orange County, le comté de San Diego, municipalité Ensenada et municipalité de Tijuana, Basse-Californie et plus encore. Les vieux bâtiments s'effondreront ou subiront de gros dommages, aussi bien que les bâtiments construits sur du gravier non consolidé ou dans les zones côtières où les nappes phréatiques sont élevées, autrement dit propices à la liquéfaction du sol. Pourrions-nous réellement évaluer les conséquences d'une telle catastrophe? Quels sont les dégâts que pourrait causer le prochain Big One? Les experts ont averti que les bâtiments les plus anciens seront plus susceptibles d'être endommagés ou de s'effondrer même. Mais même les bâtiments plus modernes ne seront pas épargnés. Le séisme pourrait causer la mort d'environ 1800 personnes et faire plus de 50 000 blessés. La chute de débris et l'effondrement des structures feront énormément de victimes, mais le taux élevé de mortalité sera principalement dû aux incendies. Si l'on doit considérer les faits historiques, le plus grand danger relié au tremblement de terre demeure tout de même le déclenchement du feu. Le tremblement de terre ayant survenu en 1906 par exemple a fait 3000 à 4000 victimes, prises dans la vague de feu qui a balayé la ville. Le Big One aura d'énormes conséquences sur l'économie et les infrastructures. Sous nos rues et nos bâtiments se trouve ce réseau d'infrastructures qui seront détruits. L'eau, l'électricité seront complètement coupées. Quelques parties de la faille de San Andreas croisent 39 gazoducs et oléoducs. Ceux-ci pourraient rompre les conduites de gaz à haute pression, libérant du gaz dans l'air et déclenchant des explosions potentiellement destructrices. Une fois les incendies contrôlés, l'une des plus grandes préoccupations lors d'un tremblement de terre majeur reste l'accès à l'eau douce. Ceci demeurera très difficile en raison de la forte probabilité que les principaux réseaux d'aqueducs traversant tous la faille de San Andreas qui pompe l'eau dans le sud de la Californie soient endommagés. Aussi, la probabilité qu'il y ait une multitude de glissements de terrain est élevée, surtout en considérant le nombre incalculable produit au cours des précédents tremblements. Ces glissements, en effet, pourraient faire des victimes et des dommages matériels. Étant donné qu'ils surviennent le plus souvent vers les collines, le pire reste à prévoir en raison du grand nombre de personnes qui vivent dans ces zones. Les grands réseaux de transport
transport tels que les autoroutes et les chemins de fer deviennent inutilisables pendant de longues périodes une fois une catastrophe du genre survient. Les scientifiques n'émettent pas l'hypothèse de tsunami car pour déclencher un tsunami, il faudra un tremblement de terre qui déplace le fond de l'océan. La majeure partie de San Andreas étant sur Terre, le pire qui pourrait arriver reste de voir quelques vagues générées par le tremblement, rien de bien dangereux de ce côté. Selon les estimations, le coût du Big One pourrait être évalué à environ 200 milliards de dollars, soit 33 milliards de dollars pour les dommages infrastructurels et 50 milliards de dollars d'activité économique perdue. Toutes ces explications sont bien évidemment basées sur l'hypothèse la plus extrême. En effet, le véritable impact d'un tremblement de terre de cette envergure repose sur une série de facteurs inconnaissables. Quand aura lieu le Big One? En 2006, Yuri Fialko a affirmé que toutes les données recueillies à cette période suggéraient que la faille est prête pour le prochain grand tremblement de terre. Mais il est impossible de prédire quand cela se ferait exactement. Cela pourrait être demain ou dans 10 ans. Plus de 16 ans se sont écoulés depuis cette publication et jusqu'à présent, le sud de la Californie n'a pas connu de séisme important. Mais même s'il devait se produire prochainement, notre capacité actuelle à prévoir les tremblements de terre n'est pas assez fiable pour voir venir un événement de cette ampleur. En effet, dans le domaine de la prévision sismique, rien n'est jamais réellement certain. Prenons un tas de sable. Si on y ajoute du sable grain par grain, comment savoir lequel provoquera un effondrement de ses flancs? C'est la même chose pour la croûte terrestre. Elle est toujours au bord de la rupture, car perpétuellement en mouvement et sous tension, les forces s'y accumulent, mais on ne peut pas prévoir le moment exact de sa rupture, et encore moins la magnitude du séisme que celle-ci provoquera, affirme Jean-Paul Montagnier pour illustrer la situation. La communauté scientifique estime désormais que la probabilité qu'un tel tremblement de terre se produise dans les 30 prochaines années n'est que de 2%, en raison du temps nécessaire pour que des glissements de terrain équivalents à 6 mètres de déplacement s'accumulent. Les experts disent que la région de la baie de San Francisco est sujette à des tremblements de terre relativement modérés, autour de la magnitude 7. Toutefois, même si certains séismes présentent des signes avant-coureurs, il vaut mieux éviter de multiplier les alertes au risque que la population ne le prenne à la légère quand viendra réellement l'heure du Big One. D'après Jean-Paul Montagnier, certains sismologues américains tentent également de faire des pronostics affirmant qu'il y aurait 62% de chances qu'un Big One survienne avant 2032 à San Francisco. Selon Paul, c'est une façon pour les scientifiques de se protéger. Cela revient à dire qu'il y a presque autant de chances que le Big One survienne avant qu'après cette date. Comment les Californiens se préparent à la catastrophe? The Great Shakeout, les gestes qui pourront sauver. En attendant que le redouté Big One surgisse, les Californiens prennent de nombreuses précautions afin de préparer la population. L'une de ces nombreuses précautions reste bien évidemment l'organisation de l'événement, The Great Shakeout, un événement annuel où on fait des répétitions à but préventif, mobilisant écoles, copropriétés et même entreprises. L'État ouest américain armé prêt à lutter contre le Big One. L'État ouest américain possède de plus en plus des normes de résistance au séisme en matière de construction parmi les plus strictes au monde, telles que le Japon. D'autant plus que ce n'est pas le séisme lui-même, mais plutôt les conséquences engendrées par celui-ci, telles que les incendies, les effondrements de bâtiments, les chutes de pierres, les explosions, etc., qui demeurent la principale cause de blessures et décès au cours de cette catastrophe. Mais est-ce que tout cela suffira-t-il? À votre avis, le Big One surviendra-t-il avant 2032 comme le président certains sismo-américains, ou bien plus tôt que prévu? N'hésitez surtout pas à nous répondre en commentaire. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt sur Agora.